on accueille Alex, a.k.a. Shipper. Salut Alex. Salut. Comment ça va? Ça va, merci, et toi? Eh ben super. Merci à toi d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui, on va parler du parcours de Alex, qui est producteur donc de musique. On va parler de comment il a commencé. Donc lui, il est originaire de Mons et maintenant il a bougé sur Paris depuis 2 ans, c'est ça? Ouais, voilà. 2 ans. Et donc il va nous expliquer un petit peu comment il en est arrivé là, pourquoi la musique et qu'est-ce que aujourd'hui le métier de producteur, beatmaker. Bref, on va aller un petit peu moins vite et on va commencer par les présentations. Donc Alex, je te laisse te présenter en tes mots. Okay. Donc moi, enchanté, c'est Alex, et Shipper, comme tu as dit. D'ailleurs, n'hésite pas à dire Shipper pendant l'interview. Ok, ça Shipper. Va, t'inquiète, y a pas de souci. Et donc moi, je suis un beatmaker de Mons, de base. Donc moi, d'abord, je commençais avec la danse carrément. Donc j'ai été danseur pendant une bonne dizaine d'années. Et j'ai commencé ici à Mons, et puis je me suis mis dans la musique de plus en plus. Je suis parti à Bruxelles. Et puis maintenant, je suis à Paris à fond dans la musique, donc producteur, beatmaker et tout ce qui va musicalement avec. Tout ce qui touche à ce monde-là. Exact. Et donc, tu dis que tu as commencé par la danse, puis que tu as évolué vers la musique. Donc, quelque part, la culture, l'artistique, ça a toujours fait partie de ta vie. Est-ce que exact. C'est quelque chose qui était dans ta famille, qu'on t'a inculqué? Non, même pas. C'est juste moi et mon frère, quand on était petits, on a regardé Street Dancer déjà. Ok. Ouais, les films de danse, un peu des années de 90-2000 comme ça. Avec Marion et tout ça, là. Avec qui? Avec Marion et tout ça, là, et B2K, là. Ah, je pense. Vraiment à l'ancienne, ça. Ouais. Et du coup, on a regardé ça. Franchement, on s'est fait avoir de ouf. On a commencé à danser aussi. On a fait un crew avec un danseur de Mons aussi qui s'appelle Jumbox. Ah oui, qui a d'ailleurs qui avait été dans l'émission incroyable Belgium's Got Talent. Belgium's Got Talent, voilà. C'est ça, ouais. Du coup, voilà, on était petits, que moi, mon frère, lui et son frère, on a commencé à se faire un petit crew, on était à 4. Et franchement, on avait des bons petits moves, on a dansé pour Matt Pokora, on était avec lui à Kids Tour Festival en 2006, je pense, un truc comme ça. Tu vois, donc on a fait des bonnes expériences, tout ça, puis on a été managé aussi par des gars. Ah oui, donc t'as quand même eu un niveau professionnel dans la danse. À partir de quel âge, jusqu'à quel âge? La danse, on va dire, j'avais commencé ça... franchement, j'avais 10 ans, un truc comme ça, et encore même pas, tu vois. Et du coup, j'ai dansé jusqu'à au moins mes 25, on va dire, jusqu'à mes 25 comme ça. Et entre-temps, j'ai donné cours aussi. Donc on avait un crew aussi, on avait crew Vendetta après, avec on faisait du sale de ouf. Et puis voilà, aussi entre-temps, on a fait notre team Shipper aussi, tu vois. Ok. Avec les gars du quartier aussi, avec une pote danseur et tout ça, c'était les frérots, donc c'est là que ça s'est créé aussi Shipper. Et depuis, voilà, on m'appelle comme ça depuis une dizaine d'années. C'est venu comment ce nom d'ailleurs? Ce nom. C'est en rapport à Dora l'exploratrice? Non, du tout. Pour tous ceux qui posent la question, c'est maintenant, c'est jamais. C'est maintenant ou jamais, pardon. En gros, ça vient aussi... en gros, il y avait des danseurs dedans, il y avait des potos du quartier. Et c'était un lifestyle un peu, tu vois. C'était, quand on faisait des battles aussi, on gagnait pas mal aussi. C'est comme si genre on voit des... Vraiment à l'ancienne, genre vraiment, vous envoyez la danse direct, pas battle. Et c'est comme si on volait un peu la vedette après un battle qui a été bien géré, tout ça. Et après, on a toujours gardé cette énergie aussi. Et puis, c'était les potos du quartier aussi, tu vois. C'était vraiment une compétition, concurrence, mais hyper positive? C'était même pas de concurrence, c'était nous. On se disait Shipper aussi, parce qu'on connaissait aussi notre énergie aussi, tu vois. Et voilà, ça faisait partie de nous en mode, vas-y, on aime bien, on arrive quelque part aussi. Se faire voir, pas se faire voir, c'est un peu. Pas se faire voir, c'est quand on kiffe la vibe et tout ça, vas-y, on partage avec les gens aussi, tu vois. Okay. Et si maintenant c'est se transformer ça en mieux, voilà, tu vois, c'est ça. Bien. Ouais, tu vois, donc voilà, c'est l'énergie là. Et du coup, voilà, on m'appelle comme ça depuis une dizaine d'années, ça n'a pas bougé, quoi. Ok, maintenant c'est ton nom. Yes. Et donc, tu as fait de la danse jusqu'à tes 25 ans. En parallèle, la musique est arrivée. Ouais. En entre-temps, quand j'ai commencé à faire de la musique, je dansais déjà aussi. Donc, tu avais combien... Allez, c'était vers quel âge? Quand j'ai commencé à faire mes premières prods, j'avais 11-12 ans. Ah oui. Ouais, 11-12 ans. Et t'es du coup en autodidacte. Exact. J'ai fait ça à la maison, comme si genre je jouais à la PlayStation ou quoi, comme un jeu, en fait. Et donc, je commençais à faire mes petites rythmiques et tout ça. Et puis, il y a des potes qui ont commencé à écouter. Et puis, moi, j'ai commencé à les partager sur Facebook à l'époque et tout ça, tu vois. Et mais donc, comment l'envie t'es venue? Tu connaissais quelqu'un qui s'était lancé ou Pas vraiment. En fait, c'était l'envie de danser aussi sur mes prods.
tu vois. Ah oui, donc tu voulais C'était danser toujours sur tes productions de base, à toi j'ai commencé à encore. faire de la musique par rapport à la danse. Ça veut dire avec mon crew, ben, je créais des prods et tout ça, et des fois on dansait dessus, du coup on faisait des shows ou quoi, ou même des trop fois ça bien. passait en battle aussi. Donc c'est bénéf. Tu voulais quelque chose d'hyper complet, quoi. Voilà, tu trop vois. bien. Et de base, quand j'ai commencé à faire mes prods, je n'étais pas vraiment conscient de ce que c'était, tu vois. C'est-à-dire, moi, je partageais mes sons. Il y a des gens qui les prenaient, mais on m'achetait même des prods 50 balles. J'ai 50 Ah ouais. balles, j'ai donné l'argent à ma daronne en mode. C'était ton petit business, quoi. Ben, sans m'en rendre compte, en fait, tu vois. Parce que Ouais. de base, j'étais pas du tout business, en fait. Moi, j'étais vraiment En fait, faisais ça. Après, c'est vrai qu'on parle de ça, donc c'était il y a une bonne dizaine d'années, Ouais, avant franchement, l'avènement là, des réseaux sociaux. Là, je pense on est en 2012-2013. Oui. Que là, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que c'était plus Non, innocent. pardon, que je raconte. 2009. oui. 2008-2009, et j'avais en fait 13-14 ans. J'ai inversé, excuse-moi. Ok. Donc ouais, c'est ça en fait. Et du coup, je vendais des prods aussi, c'est passé au Battle Juste Debout. Il y a le juge Bruce Blanchard qui a fait beaucoup de démos sur mes prods, donc je lui ai envoyé comme ça quand j'étais petit peu, et c'était mes prods pour moi, c'était... je vais pas dire qu'elles étaient pas balèzes, parce que je kiffais mon taf aussi, si ils ont kiffé, mais vas-y, pour moi, c'était vraiment par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Je me dis, oui, tu vois. Et pourtant, ça faisait. Ça avait déjà son petit. Dans son époque, succès, ça faisait son petit bruit, tout ça, tu vois. Et puis, t'avais pas forcément. T'avais l'âge que t'avais. Si Ouais, tu dis que t'avais à peine une petite dizaine d'années. J'avais 13-14 piges. Hein. Oui, sinon, on s'attend Tu pas vois. à un niveau pro. Et Bah finalement, ouais. t'arrivais quand même à en faire quelque chose. Alors que finalement, c'était pas ta volonté de base. Non. Parce que pour se remettre dans le contexte aussi de ce moment-là, maintenant, c'est vrai que plus de 10 ans après, c'est sûr que quand on commence le beatmaking, c'est moins innocemment. On veut, bah oui, on sait ce qu'on veut, on sait où ça peut mener. Mm-hmm. À l'époque, t'avais pas encore conscience de ce truc-là. Du tout. Je faisais ça vraiment avec le kiff. Et avec mes potos aussi, comme je t'ai dit, on était des danseurs, on dansait sur mes prods aussi. Et puis j'ai des gens qui ont commencé à vouloir rapper sur mes prods aussi. Ok. Et c'est là aussi que j'ai rencontré la team un peu. Tous tes potes avec qui potos, tu t'es lancé. Les Dose, Mendoz, Slim Pro, tout ça, tu vois. Mm-hmm. Du coup, là, on a commencé à faire quoi déjà de beaucoup de shows. On a commencé à faire beaucoup de shows, on s'entraînait beaucoup. Genre, moi, je sortais pas de son, mais j'avais beaucoup de sons avec tout le monde. Et on faisait des concerts. Entre-temps, j'avais fait une création collective aussi à Bruxelles aussi, où j'ai rencontré Drea Dury, Kenix et tout ça, tu vois, c'est tous les gars avec qui j'ai gardé contact, tu vois, musicalement. Tous des gens avec qui t'évolues encore. Voilà. Et là, c'était plus en fait du côté musical que danse, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, là, ça devenait vraiment kiffant, sérieux et tout ça. Moi, j'ai kiffé de ouf. On a fait beaucoup de bails sur Mons, tu vois, des concerts, des vidéos, des sons, tu vois. Ouais, t'étais très actif à Mons pendant très longtemps. Et justement, c'est chouette parce que vraiment, toi, tout ce qui t'a animé dès le départ, c'est vraiment la passion, le kiff et le fait aussi de partager parce que souvent, je trouve c'est solitaire un petit peu la musique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment un peu dans leur chambre et tout. Dans chambre, mais après, oui. Mais toi, avec la danse, t'avais quand même ce truc de partage direct. Ouais, partager directement et finalement, ça t'a aidé à t'améliorer peut-être. Bah après, ça m'a fait aussi un petit nom aussi depuis. Et ça m'a aidé, ça m'aide jusqu'aujourd'hui, tu vois, où ça m'a donné aussi une super confiance en moi aussi par rapport à ma musique et à ce que je fais. Parce que de base, comme je te dis, j'ai commencé sans vraiment savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça. J'étais encore à l'école. À l'école, je cherchais vraiment une option qui me parlait, tu vois. J'ai testé de l'art, j'ai testé de la photographie, j'ai testé de l'animation, tu vois, j'ai testé plein de trucs qui faisait un petit peu penser à quelque chose d'un semblant d'artistique, tu vois, je veux dire. Je cherchais dans l'animation, je peux faire des petits cours de danse avec des petits peu, tout ça, des bails comme ça, tu vois. Ou dans la photographie, ça peut me ramener à faire des clips ou des shootings, quoi, des bails comme ça, tu vois. Donc en vérité, je suis parti jamais perdu. Ouais, voilà, je suis parti dans plein de sens et à un moment, je me suis même perdu aussi. Où j'étais à force de trop toucher à tout, tu savais plus où donner de la tête. Je des clips aux gens, j'étais en photographie à la school, je faisais des sons. Mais je sortais pas mes sons parce que, en tout cas, c'était pas encore le karaté que je visais. Ok. Et donc, j'étais beatmaker aussi, je travaillais avec beaucoup de gens sans vraiment rien viser. Tu vois, je faisais les projets des gens, j'enregistrais aussi un peu toutes les premières têtes qui voulaient faire du son dans la ville, tu vois, un petit peu. On va dire les références, c'était soit Slim Prod ou soit toi, un peu dans la ville à l'époque, musicalement parlant, tu vois, dans les jeunes et tout ça. Donc, vas-y, franchement, on a fait notre game. On a évolué depuis, tu vois, donc franchement là maintenant je suis fort musical, je bosse beaucoup plus avec des artistes que pour les projets de danse, etc., tu vois. D'accord. Oui, la danse, en fait, à quel moment t'as ressenti ce shift où tu t'es dit, en fait, c'est ma voix, enfin ça peut être ma voix, ça peut être mon boulot, ça peut être ce que je fais à temps plein, est-ce que t'as eu un événement, ou est-ce qu'il y a eu un moment où dans ta tête ça a changé? Ouais. C'est quand on avait créé le média WN avec mes gars là.
C'est quoi ça? C'est un média du coup que tu avais créé? C'est un créé? média qu'on avait créé avec Dalin, Mathieu, il y avait Léandre, il y avait Slim Prod dedans, il y avait Maxime Lemans aussi. Et on faisait ça au Tous studio. tes amis voilà. de ce moment-là, ok. Voilà, on faisait ça dans le studio de Suarez à l'époque, là. Ok, qui sont un groupe de... Suarez, c'est un groupe belge, voilà, exactement. de la région aussi. Exactement, okay. ouais, voilà. Et du coup, on a commencé à créer ce média-là, donc on a invité beaucoup d'artistes. Donc on faisait interview plus live, tu vois. D'accord. Donc là, c'est comme si maintenant, après, je faisais un live. Tu vois, on faisait le même concept un peu, tu vois. Ah oui, t'invitais des gens, tu les interviewais. D'abord, on discutait avec eux, et puis ils faisaient okay. leur performance. Et entre-temps, bah vas-y, moi, je voyais beaucoup de gens défiler, tout ça. Donc, vas-y, moi, je voyais des gens qui m'inspiraient de ouf. Et franchement, je me suis dit, mais en vérité, je travaille avec beaucoup de gens, mais vas-y, moi, ça dit quoi, moi? Ouais, t'avais envie d'être à leur place. Je me disais, en vérité, ça me chauffe, tu vois. En plus, entre-temps, il y avait les Caballero, Jean-Jacques, Hamza qui étaient en train de péter à cette époque-là, Damso, donc en 2015, tu vois. Donc là, on est en 2015. Okay. Voilà, là, en 2015, et franchement, je vois un petit peu. Bah, vas-y. T'as ton créneau à prendre, tu dis, ça peut être je mon vois moment. qu'il y a un truc à faire, tu vois. Et entre-temps, j'étais en train de faire mes prods, ça, j'avais déjà bien évolué, mais j'enregistrais beaucoup plus que je faisais des prods, tu vois. Donc là, j'étais encore beaucoup en apprentissage, tu vois. Donc, même depuis... Il y a, entre le moment où tu as commencé et ce moment-là, donc il y a quand même 6-7 ans qui passent finalement. Voilà. Et entre-temps, j'ai changé 2 fois de programme où j'ai prod. Donc là, maintenant, j'arrive sur FL Studio. Ok. En 2015. Et là, vas-y, en vérité... FL Studio, donc c'est un logiciel de beatmaking qui est nouveau à ce moment-là? Non, il existe depuis... En fait, j'avais déjà testé, on m'a montré. Ok. C'est mon cousin petit bébé qui m'a montré de Sosa Fame, là. Il m'a montré. Et on a refait l'instru de Soulja Boy, là. Superman, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Soulja Boy. Crank That. Soulja Boy, ouais, Crank That. Voilà. Ok, ouais. En fait, on faisait des prods sans s'en rendre compte, pardon. Et on faisait plein de trucs. Franchement, je touchais sans savoir. Et puis, je suis passé à un autre programme où j'ai commencé à bien bosser. Et puis, je suis revenu encore donc à FL Studio en 2015, mais en mode sérieux, tu vois. Ok. Et à partir de là, franchement, j'ai commencé à beaucoup plus partager mes prods avec les artistes, tu vois. Okay. Moi, j'ai commencé aussi à poser les dessus artistes un peu. De la région, encore une fois. Toujours Mons, ouais. Okay. Toujours Mons. Et quand c'était BX, à ce moment-là, c'était côté danse. C'était que danse. Quand j'allais à Bruxelles, c'était danse. Quand j'allais Mons, c'était musique, ouais, tu vois. Okay. Mais donc, t'avais encore tes deux vies à ce moment-là, ouais, on va dire. Toujours. Hein. Mais franchement, je mélangeais bien les deux vibes, quoi, tu vois. Donc, avec mes potos danseurs, ils kiffaient bien aussi danser sur mes prods. Et aussi, il y a les potos rappeurs qui commençaient à rapper dessus aussi. Donc, vas-y, c'est carré, tu vois. Après, c'est cool aussi, je trouve, d'avoir la vie de danseur. Parce que je sais que, par exemple, aux États-Unis, les rappeurs, souvent, quand ils veulent. Enfin, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais au début, quand ils veulent percer, ils envoient leur prod à des bars à striptease, genre. Oui, et les meufs, elles dansent dessus. Et c'est comme ça qu'ils savent si le son, il a un potentiel. Exact. Et bon, là, vous n'êtes pas des stripteaseurs, c'est pas ça que j'ai dit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore ce truc où. Quand t'es danseur, bah ouais, si le son t'inspire, si vous savez danser dessus, c'est que finalement il y a un potentiel. Enfin, c'est là que tu sais tester le potentiel. Bah en fait, c'est ça. Hein, quand tu sors du studio, t'as 2 ou 3 tests. T'as celui de la voiture. On va dire au state, t'as celui du strip club. Tu vois. Mais sinon, t'as celui sur la scène aussi, tu vois. Donc ça veut dire en vérité quand. En concert. T'es en concert, au festival, t'entends ta prod qui sonne bien là sur des gros baffes, tu vois. Et tu vois qu'il y a tout le monde qui valide. Et que l'artiste en plus, il a plié ça, franchement. Ouais, tu sais que ça va fonctionner. Voilà, tu vois, et franchement, c'est le meilleur test qu'on peut avoir, tu vois, même si bon, ça dure pour arriver à ce test-là. Mais en tout cas, voilà, toujours dans la voiture, et si t'as l'occasion de faire écouter aller à des potes. Même moi, des fois, quand c'est un peu afro, j'écoute à ma mère aussi, tu vois. Ah ouais. Quand c'est un peu rumba, quand c'est quinf, tu vois. Quand ça peut traverser les générations, finalement. Tu vois, je fais toujours. Moi, même mon père aussi, hein, il écoute beaucoup aussi mes prods. Il m'envoie même des prods qu'il a retrouvés de 2000, je sais pas combien, mes premières prods, il m'envoie ça. Je dis, t'as trouvé ça où c'est une dinguerie. Et est-ce que tu gardes encore tes anciennes prods? Un maximum, ouais. Là, j'ai encore un CD là, qui traîne quelque part à la maison avec mes toutes premières prods là. Donc vraiment, les 10 premières prods que j'avais faites, j'ai mis ça dans un CD. C'est important pour toi de garder ça? De base, pas vraiment, mais c'est toujours un kiff quand tu retrouves ça, tu vois. Et après, ça te remet grave des souvenirs, tu vois. C'était un peu ça te relie à des moments. Un peu nostalgique, tu vois. Et franchement, c'est du kiff, tu vois. Donc après, moi, j'essaie de garder un maximum dans les disques durs et tout ça. Mais voilà, après,
je crée tous les jours des nouveaux bails, et vas-y, la musique évolue tout le temps. Donc T'as une bibliothèque c'est des trucs qui sont pas forcément à faire écouter, tu vois. Ouais. Parfois, c'est juste pour toi. C'est du kiff personnel, voilà, tu vois ce que je veux dire. Exact, ouais. Et du coup, pour en revenir, donc 2015, tu commences à faire du sérieux. Tu poses aussi. Ouais. Donc tu rappes aussi ou tu chantes? Je chante plus que je rappe, mais après voilà, c'était un peu lié. Je faisais un peu les deux, tu vois. Mais comme je te dis, j'ai jamais sorti de son à cette époque-là. Et on faisait beaucoup de scènes. C'était beaucoup de scènes. Donc on allait faire des concerts, on a fait les Feux de la Saint-Jean, on a fait Couleur Café à l'époque aussi, on a fait plein de scènes et tout ça. Mais c'était pas encore l'époque de Spotify et tout ça, tu vois. Donc c'était encore, ça se consommait différemment. Où je postais des petits trucs des fois sur les réseaux, mais sans plus, tu vois. En plus, des fois, c'était en anglais et tout ça. Moi, c'était vraiment pour l'amour de la musique, pas genre pour les codes. Tu vois, je faisais pas un truc, je sais que ça va pas forcément prendre ici, parce que les gens ici, on parle français. Moi, c'était vraiment le kiff de la musique, tu vois. Moi, déjà, quand j'étais petit, j'écoutais que des sons ricains, Busta Rhymes, Alia, Missy Elliott, tout ça, tu vois. Donc, ce qui a fait ta culture aussi. Voilà, exactement. Et donc, dans mon style de prod aussi, c'est très ricain, très bail de danse de base, mais j'ai su tourner ça en mode où, vas-y, musicalement parlant, pour un artiste, autant pour un chanteur que pour un rappeur ou quoi, ou chanteuse rappeuse ou quoi. Ouais, tu te dis pas, je vais faire que des choses pour des rappeurs. Voilà, mais il y a toujours en fait ma patte personnelle qui se mélange un peu de tout ça, tu vois, de tous les styles que j'avais avant. Et du fait que je sois danseur aussi, c'est beaucoup de rythmique aussi. Genre tous les danseurs qui font des prods maintenant, tu peux le capter. Ok. Tu vois, il y a beaucoup de beatmakers là aujourd'hui, même à Paris, j'en ai rencontré beaucoup. Des danseurs. Et t'arrives à reconnaître que lui, il est danseur dans sa façon de faire. La musicalité, tu vois. Même comment il pose et tout ça, les flows, pas les flows, les drums et tout ça, tu vois. Tu sens que, ok, le gars est technique. Ouais, il a réfléchi, les temps, c'est réfléchi, la façon. Voilà, c'est réfléchi en fait, tu vois. Trop bien. Et du coup, franchement, ça a toujours bien lié les deux. Et comme je dis, j'ai fait beaucoup de sons là-bas, enfin, à cette époque quand j'étais à Mons. Mais j'ai rien sorti. Et puis, quand je suis parti de plus en plus vers BX, c'est là que j'ai commencé à plus faire que de la prod. Et, là, tu faisais de la prod vraiment pour réussir dans ce milieu-là. De plus en plus à 100%. Donc, je me suis dit, en vérité, vas-y, il y a un truc à faire. Et j'ai rencontré beaucoup plus d'artistes entre-temps, tu vois. J'ai rencontré énormément de gens sur BX et tout ça. Ah, forcément, Bruxelles, c'est voilà. Et en gros, ça m'a mis aussi dans une autre vibe, en fait, tu vois. Et puis, vas-y, les années passent. Là, on arrive au Covid. Ok, 2020. 2019, on va dire. Ouais. On arrive là quand ça a commencé. Ouais. Donc là, moi, j'étais encore sur Mons, là. Donc, je venais d'arrêter la school parce que, continuité de ce que je disais tout à l'heure, je trouvais pas quelque chose qui me faisait kiffer, tu vois. Donc, en vérité, mais si j'ai pas commencé à m'inventer une life. C'était l'évidence, elle était là. Donc, voilà, je suis dans l'artistique et je vais faire, je vais pousser ça au maximum, tu vois. Et du coup, j'ai mis un peu les chances de mon côté. Je suis parti prendre un Airbnb pendant le début du Covid. Pourquoi ? Parce que je savais pas trop c'était quoi le Covid. J'avais mes darons qui étaient à risque. Donc moi, quand je touchais une clinche, je me disais, mes darons, non, ils vont choper le truc, je sais pas c'est quoi, tu vois. Tu côtoies beaucoup de gens. Voilà, je côtoie beaucoup de gens, tout ça. Et malgré que je devais rester à la maison, j'avais toujours des trucs à faire, tu vois. Bon, après, j'ai respecté quand même. On est des bons citoyens, tu connais. Bien sûr. Mais voilà, et du coup... Après, c'est là que j'ai bossé avec Frénétique. Parce que j'ai qui est un rappeur bruxellois. Un rappeur bruxellois. Du coup, j'ai pris ce Airbnb là qui était de base pour m'isoler, tu vois, en mode. Il fallait se rester solo pendant le Covid. Donc, j'étais parti avec un poteau de Mons avec qui j'étais toujours. Donc, ça fait ta petite retraite aussi spirituelle, voilà, exactement, tu vois. artistique. C'est ça, exactement. Séminaire, résidence, enfin, comment ils appellent ça appelez ça comme vous voulez. Ouais, voilà. Tu vois. Et du coup, j'ai invité plusieurs artistes, la Frénétique qui est passé. Il y a mon poteau Slomo aussi, avec qui maintenant, c'est devenu mon binôme aussi, tu vois. Qui est beatmaker aussi. Beatmaker aussi, danseur aussi, de base aussi, tu vois. On s'est connus de la danse avant. Et donc voilà, il est venu dans ce BNB-là. Et il était au téléphone avec Frénétique. Et Frénétique, il entend une prod derrière, il dit, c'est quoi ? Ah non, je me trompe, c'est Slomo qui. Moi, j'étais au téléphone avec Slomo, il entend une prod derrière, il me dit, c'est quoi cette prod ? Il me dit, t'es où ? Je dis, je suis à BX, il m'a dit, j'arrive. Il a raccroché directement. Après, il m'a dit, merde, je n'ai pas demandé l'adresse, je lui ai envoyé l'adresse quand même. Et puis, donc, il est venu, et il entend la prod que j'étais en train de faire et tout ça, donc. Il kiffe, il me dit, vas-y, se touche, je pose dessus aussi, il monte dessus. Et puis, donc, la prod là, on l'a envoyé à Frénétique, et finalement, c'est devenu le BX Virus 19, tu vois, qui est sorti des Frénétiques. Ok. Et c'est le son aussi qui avait bien propulsé, c'est le son qu'il a lancé aussi. C'est Booba qui a mis dans sa playlist avec DJ Medimed aussi.
ils se mettent dans leur playlist, du coup ça fait de la visibilité, il l'a mis dans sa story aussi. Donc moi je reçois plein de notifs aussi au soir en mode ouais, ta prod. Donc c'est vraiment le premier moment où t'as le succès qui... Tout doucement en fait, c'est le premier premier placement on va dire en vérité. Mais en fait, étant donné que Frénétique aussi, il était en train de monter seulement aussi, tu vois, je vais pas dire que c'était un placement, tu vois, moi je le trouvais déjà balèze de ouf. Ouais. Et tout simplement. Vous avez explosé un peu tous les deux, quoi. Voilà, un petit peu, tu vois. Voilà, il s'est servi de ta prod, toi, tu t'es servi de son succès. À ma petite dose, tu vois, mais. Tu vois. Non, mais c'est pas négatif, hein. Ouais. Justement, quand j'ai travaillé avec lui, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Parce que lui, il avait déjà des contacts. Voilà, et surtout, le son a pété, donc c'était du nouveau public aussi, en fait, tu vois. Donc moi, ça m'a rapporté de la clientèle aussi. C'est-à-dire, j'ai pu me permettre de m'installer sur BX. J'ai pris mon appartement là-bas, je vivais avec 2 potos, tu vois, donc mes potos d'enfance, Darlin et Mathieu, avec qui on a fait WNA, là. Ok, oui. Le média que je te disais. Donc, à ce moment-là... Et donc, ça se passe à ce moment-là où ton activité, on va dire, elle est devenue sérieuse, où t'as vraiment pu en faire ton boulot, quoi. Exactement. Et là, à ce moment-là, ce que j'ai fait, j'étais de plus en plus concentré un peu sur ce qui se passait. Donc, il y avait 2-3 artistes de Mons, genre que j'avais déjà entendu vite fait ce qu'ils faisaient. Il y a certains aussi de BX aussi, tu vois. Et donc, je commençais à proposer à des gens de les produire, tu vois. Donc, travailler ensemble. Pour essayer de leur construire leur carrière. Voilà. En gros, j'aime bien ce que tu fais. Si t'aimes bien ce que je fais, tu t'écouteras et tu me dis quoi, franchement, vas-y, à moi de faire un truc. Parce que ça, peut-être que c'est une notion que les gens ne connaissent peut-être pas. Donc, quand tu produis un artiste, c'est... il ne paie pas tes prods. Quand je le produis personnellement, voilà, c'est bon, comme ça, moi, les gens vont bien capter. Si les gars, écoutez, c'est important. Oui, mais c'est important parce que c'est vrai que les gens parfois ne savent pas ce que ça veut dire, c'est quoi produire. Parce que c'est vrai que quand produire quelque chose, ça veut dire donner de l'argent, mais là, c'est pas que tu donnes de l'argent, c'est... Voilà, c'est pas que monétaire. Tu crois en son projet, tu l'aides, tu l'accompagnes. Donc, non seulement déjà, de 1, on investit. Tu vois, on investit déjà si on sait se le permettre, on va le faire directement. Ensuite, c'est aussi question production, beatmaking aussi, c'est vraiment travailler et faire développer vraiment ce que l'artiste il peut dégager de meilleur, voilà, son identité et tout ça. Et aussi découvrir aussi donc dans quel mood on va plus aller, tu vois, pour la suite. Parce qu'on peut tester des sons qui n'ont rien à voir avec ce que les artistes vont faire, genre ce qu'ils vont faire aujourd'hui, tu vois. Côté musical, c'est vraiment, ils bénéficient de mes prods gratuitement, tu vois. Voilà, d'accord. Parce qu'on est dans un processus de travail, d'évolution ensemble, tu vois. Okay. Comme de la collab, tu vois. Vraiment. Mais collab à plein temps. Et du coup, donc, j'ai eu ça avec 2-3 artistes. Tu commences à produire des artistes, à faire tes prods, et ça prend. Ça prend, ouais. Et donc là, on est à mi-fin de première partie de Covid. Ok. Donc là, j'ai 25 ans. Donc je suis installé à Bruxelles et tout ça avec mes potos. Et donc là, je loue un studio aussi avec d'autres potos. Enfin, c'était dans la zone de Bruxelles, ça, où vraiment beau studio, très très beau. Où je voulais un petit peu changer d'air parce que maison studio, maison et travail toujours dans le même endroit, c'est... ça rend fou un petit peu. Ça rend fou, tu vois, donc je voulais prendre un autre endroit aussi. Donc tu voulais vraiment séparer l'endroit où tu vivais et l'endroit où tu faisais ta musique. Déjà aussi même pour les colocs aussi, des fois c'est bien à des heures où c'est plus adéquat et aussi les voisinages et tout ça. Mais voilà, surtout aussi pour avoir ma tranquillité, tu vois. Et du coup, donc là, on a ce studio-là, on bosse avec... donc à ce moment-là, j'ai déjà fait comme artiste que je produis. Il y a Floji, il y a Be Mine, il y a Restless Jones. Voilà, c'était principalement les 4 là. Et ça bossait de ouf, franchement, ça tout se passait bien, on avait une énergie de team, les gens, tu vois, ils captaient un peu... il y avait une belle alchimie entre vous. Voilà. Et même, tu vois, aussi quand on faisait nos shows, tout ça, les gens, ils captaient un peu ce qui se passait, tu vois, ils commençaient à comprendre tout ça. Donc, quand on sortait de plus en plus de clips, il y avait des trucs qui se mettaient en place aussi pour chaque artiste, donc chacun faisait ses concerts par-ci par-là, tu vois, donc c'était cool, tu vois, il y avait un bon mood. Et moi, entre-temps, je pensais plus trop à moi. Donc je pensais beaucoup à ces artistes. Tu t'investissais beaucoup de temps dans les artistes que tu produisais. Je mettais de côté pour tout ce qui est personnellement de mes projets, tout ça, tu vois. Mes projets personnels et tout ça. Et du coup, avec le temps, ça s'est fait tout seul et tout ça. Il y en a qui ont pris leur chemin. Moi, après, je suis parti tout doucement sur Paris. Je suis parti d'abord un mois en éclairage, on va dire. Donc, fin de Covid, t'as 25 ans. Et donc, tu te dis... faut que je pense à moi, faut que je fasse les choses pour moi. Et donc, tu commences à faire des allers-retours à Paris pour voir si ça peut fonctionner là-bas. Mais pourquoi parce que aussi, il y en a qui pourraient se dire, parce qu'il y a des artistes belges qui fonctionnent très bien en Belgique, mais pourquoi tu t'es dit, je dois quand même aller sur Paris pour que ça bouge? C'était justement, c'était à l'époque que j'ai failli oublier un épisode important de fou.
C'était à Bruxelles encore. Et c'était en fait Bon Baiser. C'était avec Bon Baiser. En fait, ce qui s'est passé, c'était donc après que ça s'est calmé un petit peu avec les artistes que je produisais. En temps, j'ai bossé avec énormément de gens à Bruxelles. J'ai vraiment bossé avec tout le monde. Genre, franchement, je pense que tout le monde a BX, tout le monde a eu dans son studio. On a créé des bons trucs, tu vois, franchement. Donc j'ai appris vraiment à bosser dans plusieurs studios, à voir comment ça se passe aussi. Avec d'autres gens tu vois, que tu connaissais pas aussi, forcément. d'autres équipes et tout ça, tu vois. Donc, et t'as vu aussi comment les gens qui... Voilà, franchement, on partageait de ouf, tu vois. J'ai rencontré des monstres. Genre, il y a des gens comme Ekani, tout ça, tu vois. Ouais, je l'ai vu. Des potos, franchement. Ouais. Après, on était avec Sosa Fame aussi. Donc, c'est les frérots. Depuis 2015 aussi, ça, c'est le groupe qu'on a fait avec des rappeurs d'Anguin aussi. Donc, tous des collectifs artistiques de Bruxelles assez actifs. Exact. Et donc, vraiment, j'ai bossé avec plein de monde là-bas. Et c'est comme si j'avais fait un peu le tour. Et du coup... entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait signer avec... on était 5 compositeurs. Donc, on s'est fait signer à Bon Baiser. C'est un label ? C'était une maison d'édition. Une maison d'édition, on va dire comme ça, où c'est deux gars, Youn et Bobby. Donc, ils ont commencé à monter leur bail. Et vas-y... ils partaient de zéro, on va dire, tu vois. Ça veut dire, nous, vas-y, on a capté leur énergie. J'ai été bossé 2-3 fois dans leur studio. Ils avaient créé un studio de ouf, franchement, à Gare Centrale, là, c'était chaud. Et ils m'ont invité à 2-3 événements où j'ai rencontré beaucoup d'autres beatmakers et tout ça. Donc, il y avait Negdi, il y avait Ekani, il y avait Phasm et tout ça. Il y avait vraiment des bonnes têtes, tu vois. Et donc, je commençais à évoluer un petit peu avec, dans tout ce groupe-là, un peu, les compos de la ville, tu vois. Donc, on se captait souvent, on faisait souvent des séminaires et tout ça, on se faisait souvent. Et après, donc, avec Bon Baiser, quand ils ont décidé de nous signer, donc là, on a fait un truc un peu plus concret, où on invitait des artistes qui venaient soit de Suisse, comme Slimka, Fresh La Peufra, il y a Shai qui est passé faire son album aussi, Denzel Curry est passé dans le studio aussi, donc ça avait du bon monde. Trop bien. Nous, on essayait d'avoir un maximum de placements en fait, avec tous ceux qui passaient, tu vois, où on organisait des sessions, des séminaires. Parce qu'en fait, ce qui est aussi important pour un producteur, donc je recentre pour les gens qui peut-être ne savent pas comment ça fonctionne, aussi l'important, c'est de pouvoir placer des prods sur des artistes qui sont connus, qui ont une certaine visibilité, exact. même si c'est un son, mais au moins il y a ton nom qui apparaît quelque part et tu te fais connaître par d'autres artistes aussi. Après ça dépend de l'objectif de chaque compositeur, mais après, logiquement, le résultat qui ressort souvent, c'est les placements, tu vois. Placements d'artistes où si tu as accès à des gros artistes ou que tu as des contacts, partage en fait ton travail avec des plus grosses personnes pour ton travail, non seulement il va monter encore plus, tu peux te faire de l'argent aussi, donc tu peux commencer aussi à être rémunéré avec ça. Les royalties, d'une bonne etc. manière aussi, les royalties, tu as tes crédits, donc c'est bon pour ta renommée. Bon pour tout. C'est bon pour ton portefeuille, c'est bon pour toi, c'est bon pour ton mental, c'est bon pour, tu vois. C'est comme ça en fait que ça te donne donc l'envie d'aller sur Paris. Ouais. Parce que donc, du coup, ces artistes-là sont plus souvent là-bas, j'imagine. Même pas... Enfin, ouais, c'est en Suisse qu'on vient de dire là maintenant. C'est vrai que l'industrie, on va dire, qui est la plus active, elle est sur Paris, tu vois. Genre ici sur Bruxelles, c'est assez actif, mais à petite échelle. Tu vois, ça veut dire, moi, comme je t'ai dit, j'ai fait un peu le tour de la ville avec les artistes. J'ai envie de bosser avec des nouvelles têtes aussi, tester des nouveaux trucs, tu vois. Donc, c'est vrai que tu tournes peut-être vite en rond. Ouais, exact, tu vois. Il y a un moment où tu finis... Après, comme je te dis, il y avait le Covid et tout ça. Ouais. Ça a mis aussi des coups de calmos à tout le monde. Beaucoup de gens ont arrêté la musique aussi. Il y en a qui sont devenus darons. Il y en a aussi c'est vrai qu'en 2-3 ans, ça a pris un petit peu. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en Belgique, j'ai compris à ce moment-là que la musique, là, pour certains, c'était pas un travail, c'était plus en fait un passe-temps. Parce que dès qu'il y a eu ce Covid-là, beaucoup de gens se sont mis à une vie, on va dire, normale, active dans le monde du travail, ou tic-tac, vas-y, pour essayer d'arriver à... Enfin, de pas tomber sans taf, quoi. Enfin, tu connais, le Covid, ça fait un peu de dégâts. Donc, il y a beaucoup de gens, leurs commerces qui ont fermé. Ceux qui faisaient de la musique, en vérité, moi, tous ceux que je connaissais, ils ont la moitié qui a arrêté. Oui, donc, parce que finalement, c'est comme ça un boulot qui a... tout ce qui est artistique, où on sait combien les artistes, ils ont beaucoup souffert parce que vos statuts aussi. Tout ça, tu vois. Donc, il n'y avait plus de show, tout ça, donc ça payait plus.
pour certains, mais voilà, après, à ce moment-là, c'est là que tu voyais pour qui c'était un taf et pour qui c'était un passe-temps, tu vois. Et donc là, Puis il y a des gens aussi qui peut-être étaient là depuis longtemps, à un moment donné, peut-être donner autant d'énergie qu'au début. Peut-être aussi, peut-être aussi. Après, moi, je suis dans le petit coup, justement, j'essaie de garder la même énergie que j'ai depuis que j'ai commencé, tu vois. Mm-hmm. Et justement, je sais qu'elle évolue de plus en plus, donc c'est parce que je me donne aussi les moyens, tu vois. Oui. Donc j'ai été voir ailleurs, genre j'étais voir à Paris, comme je te disais, un éclaireur pendant 1 mois, voir ça dit quoi. Et directement, le premier jour, je suis arrivé, j'ai croisé MHD à la chicha. Le lendemain, je me suis retrouvé au studio avec H22, on a fait un son. Ils ont fait le son au Zénith 3 jours plus tard. Entre-temps, le soir-là, j'avais rencontré Norsace du 667. On a fait ces sons ensemble, puis on en a sorti plein de trucs. En fait, ça a créé... j'ai vu qu'en vérité, non, mais je dis... Ça a bougé très vite. Les gens, ils sont déter là-bas, tu vois. C'est des bosseurs, en fait, tu vois. Et donc, je me suis plus reconnu là-bas. Je me suis plus vu faire ma carrière là-bas pour le moment que rester en Belgique, tu vois. Mm-hmm. Et franchement, meilleur choix que j'ai fait. Et donc, t'as bougé définitivement. Là-bas, il y a combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant. Là, c'est milieu de la 2e année, là. Ok. Ouais. Et comment ça se passe pour toi? C'est effectivement un bon choix? Ça va, franchement, ouais, c'était un bon choix de partir. Franchement, je suis juste parti, moi, mes couilles et mon ordi. En mode, on va voir ce que ça dit. Je fais mon déménagement, Flixbus, j'ai pris tout mon matos, mes vêtements, j'ai laissé tous les meubles et tout ça. En plus, c'était une coloc, donc ça va, je pouvais laisser des trucs, tu vois. Et je suis parti à Paris comme ça, et à ma tante qui m'a accueilli en premier lieu, tu vois. Donc, franchement, ça m'a grave aidé. D'ailleurs, merci à elle. Et tu vois, tu connais, je me suis dit, vas-y, je vais donner quand même un petit loyer. Comme ça, moi je suis tranquille, on est tranquille. Mm-hmm. Et je peux essayer d'être sur place un maximum, tu vois. Et du coup, j'ai pu me rendre sur place. Franchement, c'était lourd de ouf, ça allait trop vite, là. On m'appelait pour des bons trucs, je commençais à faire des contacts de fou. Tu vois, j'ai eu un premier contrat. Quel artiste, par exemple, pour nous faire un peu rêver, là, avec qui t'as travaillé? On a bossé avec Caris, Bramsito, Franglish, Lissandro. On avait beaucoup de sons avec Chronisia, avec Slimka, avec Lala Ace, avec qui c'était autre encore? Il y a Squeegee, il y a GSX, il y a vraiment beaucoup de gens. Et avec qui ça te plaît je sais pas, est-ce que t'as une anecdote à nous raconter? Une session un peu... ouais, genre le feat avec Joker. Le feat avec Joker, comment il est arrivé? D'ailleurs, c'est un son qu'on a fait avec Drea Dury. Drea Dury, donc qui est une artiste belge, elle est colombienne, qui vit à Bruxelles. Okay. Elle bossait beaucoup avec Ponko Beats à l'époque. Et elle, c'était pendant que j'étais à Bon Baiser, donc fin de Bon Baiser, comme ça, que elle est venue me trouver pour faire une session. Et puis du coup, je lui ai dit, ça tombe bien parce que on se connaît depuis 9 ans là. Ah oui. Mais c'est seulement maintenant qu'on a commencé à bosser, tu vois. Mm-hmm. Donc ça fait grave plaisir et tout ça. Elle aussi, sa carrière, elle a décollé. Ouais, franchement, elle a eu elle a fait The Voice aussi à l'époque. Ah oui. Je pense qu'elle avait été très très loin dans l'émission. Elle avait fait un son de Rihanna. Okay. Elle a fait Man Down, elle a chanté ça à sa façon, franchement c'était lourd de ouf. Trop bien. Tout le monde a kiffé. Entre-temps, elle a fait un feat avec Will.i.am aussi de Black Eyed Peas. Et franchement, la meuf, elle était active de ouf. Trop bien. Donc moi, directement, je dis, viens, on bosse, tu vois. Trop cool. Et donc, on a commencé à faire des sons. Et on a kiffé la vibe, vraiment de chacun. Donc, son énergie, moi, je trouvais trop forte aussi. Franchement, elle a kiffé sur mes prods. Moi, j'ai kiffé sur son art, en fait, tu vois. Oui. Donc, on a commencé à créer. Puis, on m'a dit qu'elle voulait faire un projet. Du coup, on a dit, vas-y, let's go, on s'y met. Et puis, on a créé le son Chouchou. Donc, le son Chouchou, c'est le feat, du coup, avec Joker et Rat Cartier. Trop bien. Et ce son-là, on l'a fait à Paris. Et donc, c'était une nouvelle énergie pour nous, tu vois. C'était une des premières sessions là, qu'on faisait là-bas. Donc, j'ai rencontré des aussi artistes qui sont quand même cotés. Voilà, tu vois, franchement. Qui ont... Elle a ramené Rat Cartier. Et après, surprise, il y a la S qui passe au studio aussi. Elle entend la prod aussi, elle pose dessus, tu vois. Trop bien. Et après, donc, j'ai rencontré tous les gars d'Artistique Palace ce soir-là. On était tous là avec l'ingé son. Tout le monde est cool, c'est bonne vibe, tu vois. En plus, on kiffe, on fait un sale son. Et on touche la prod, ils kiffent. Et après, donc, Rat Cartier, il pose son refrain de ouf. Je suis parti fumer, je remonte, après, j'entends ça, je fais, ah, yeah, c'est carré, c'est bon, c'est carré. Et puis derrière, elle pose son couplet aussi, je pète un plomb. Et puis donc la S, elle vient, elle entend le son aussi, elle pose un couplet. Après, malheureusement, donc là, elle était dans ses projets et tout ça, donc on n'a pas eu de suite de sa part. Tu vois, nous, on voulait garder le son quand même. Donc, Parce que tu dois avoir des autorisations pour utiliser. Parce que parfois, vous posez entre vous comme ça. Voilà, après, des fois, c'est au feeling, en fonction de comment tu t'entends avec l'artiste. Mais voilà, là, c'est surtout dans quelle DA est-ce que dans cette DA, ça va fonctionner avec ce que tu prépares sur le côté, tu vois. C'est pas forcément la même énergie ni le même mood. Donc, vas-y, on a priorisé quand même ces trucs à elle. Donc, t'as vu,
Avec respect, on n'a rien dit, tu vois, tranquillement. Mhm. Donc du coup, il manquait un couplet à remplacer. Du coup, c'est Joker qui a pris la place sur ce couplet-là. Et franchement, ça fait kiffer parce que j'avais pas encore bossé avec lui, tu vois. Trop bien. En plus, il a tué ça, donc c'est lourd de fou, franchement. Trop cool. J'ai kiffé cette session et c'était une des premières où vraiment, je dis, c'est bon, là, c'est carré. Donc là, t'es sur une super bonne lancée. Mhm. Et justement, comment tu dirais, parce que voilà, je trouve quand même le beatmaker, bon, c'est plus vraiment le cas maintenant parce qu'on se rend compte quand même de la place qu'il occupe, elle est hyper importante, la place d'un producteur. Mais comment toi, tu dirais, c'est quoi ton travail? Comment tu dois te situer par rapport aux artistes? Parce que là, tu cites plein de noms super chouettes et tout. Alors, mon travail, en gros, moi, je fonctionne de diverses manières, en fait. Ça dépend, en fait, déjà du niveau de l'artiste, pas du niveau, c'est ce qu'il est fort ou pas, mais genre où il est situé un peu, tu vois. Donc, est-ce qu'il est signé? Est-ce qu'il est en indépendant? Est-ce qu'il commence? Est-ce qu'il est déjà à plusieurs années d'expérience et tout ça, tu vois? Et surtout en fonction de ce qu'il a besoin, tu vois. Donc, en vérité, moi, mon travail à moi, c'est de recevoir les artistes au studio, de créer une prod et de les enregistrer si maintenant ils veulent terminer le son en entier ou quoi, qu'on est sur un processus tu vois. Mais est-ce que y a pas aussi ce truc de la cohérence, tu vois, genre est-ce que tu peux te placer et dire bah voilà, t'as placé comme ça me plaît pas, ou pas du tout, t'as pas Ouais, non, ça se fait vraiment, moi franchement je réfléchis pas trop, ça se fait vraiment au feeling, t'as vu, l'artiste il vient, on discute. S'il fume un pitch, on fume un pitch. Si on boit du thé, on mange des chips, tu vois. Ça dépend, franchement. On fait ça là, on discute, il me fait écouter un peu ce qu'il fait. Moi, je fais écouter aussi un peu mes prods, tu vois. Et de là, vas-y, on discute. Là, c'est là que vraiment, quand on se fait écouter les sons, c'est là qu'on se comprend, tu vois. Ouais. Ok, là, je capte. Ok, je vois ce que je peux faire avec lui, avec sa voix, tout ça. On va s'amuser de ouf, tu vois. Si lui aussi, il écoute mes prods, il me dit, ok, en fait, on peut se projeter. De là, ça va déjà mettre l'artiste à l'aise. Moi, ça va me mettre à l'aise aussi. Où on va juste avancer, on va travailler notre prod sans se casser la tête, et puis au final on a un sale son qui sort. Tu vois, je veux dire. C'est un peu de la magie, quoi. Franchement, c'est ça, et on fait ça ensemble, tu vois, c'est 50-50. Hein. C'est du partage entre l'artiste et moi-même, tu vois. Donc quand je travaille avec beaucoup d'artistes différents, moi j'aime bien parce que du coup ça me fait tester des nouveaux bails, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et autant eux aussi, tu vois, où on teste des nouveaux bails. Donc des nouvelles sonorités, des trucs qui sont jamais testés, ou quand on entend des idées, ah, lui il a fait un truc comme ça, viens on fait ça à notre sauce, tu vois, un peu. Donc on s'inspire vraiment de tout, et puis on teste des nouveaux bails, et qu'on voit que le processus ils prennent bien, qu'après grâce à ça tu peux avoir des millions de streams, un disque d'or, tout ça, tu vois. Ouais, donc, ça peut aller vite, ça peut aller très loin. Très loin. Tu vois. Et ça te donne pas enfin, pas la nausée, mais je veux dire, parfois tu te rends compte que, ouais, est-ce que c'est pas justement trop drainant, tu vois? Moi, je kiffe parce ça que comme t'es tout le temps dans ce truc-là, est-ce que parfois c'est pas un peu trop, ou est-ce que tu te mets pas trop la pression parce qu'il y a aussi énormément de concurrence? Ouais. Après la concurrence, moi je vais dire, je suis dans la musique depuis très 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 longtemps. J'ai commencé le beatmaking, ça fait 15 ans, comme ça, un truc comme ça. Ça veut dire, moi, j'ai commencé déjà différemment. Ça veut dire que je me vois pas à l'avance des autres. Parce que même un beatmaker qui a commencé à 4 ans, il peut être aussi plus chaud que moi, tu vois. Ça dépend vraiment de l'intensité de chacun qui va mettre dans ce qu'il vise avec la musique, tu vois. Mais franchement, je me trouve assez chaud. Tu te fais confiance. Et je me fais confiance, et franchement, je vois pas de concu à côté de moi. Ah bah trop bien, tant mieux. C'est que des gens que je connais qui sont aussi forts que WAM, tu vois. Donc j'ai beaucoup de gars, et franchement, à chaque fois que j'entends des sales prods, moi j'ai pas honte de dire que c'est grave chaud. Tu vois, je dirais à quelqu'un c'est grave chaud, t'es grave fort et tout ça, de toujours donner des conseils si je peux en donner, parce que étant donné que moi je suis là depuis X temps, si je peux faire gagner du temps à des jeunes qui commencent, tu vois, je le fais avec plaisir, tu vois. Donc, et qu'est-ce qui différencie un bon producteur d'un autre? Est-ce que ça va être la façon de voir les choses, la clarté Un bon producteur, déjà, c'est quelqu'un déjà qui est humain. On va dire qu'il pense pas trop business, tu vois. C'est beaucoup de discussions aussi, beaucoup de temps. C'est ça, en fait, c'est apprendre à connaître aussi la personne avec qui tu vas travailler, tu vois. Parce que c'est des gens aussi en qui tu vas investir. C'est des gens avec qui tu vas passer pas mal de soirées au studio, tu checks, vous avez passé pas mal de temps à brainstorm aussi, à des idées pour faire évoluer le truc, tu vois. Donc pour moi, un bon producteur, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute, tu vois, pas qui a son truc en tête et qui veut imposer, en fait, tu vois. Ouais. Moi, j'impose jamais. Moi, par exemple, que ce soit question en session, on fait un son avec un artiste, genre, je vais jamais imposer mes idées à 100%. Je vais d'abord faire, vas-y, fais tes top lines, fais ces trucs. Si j'ai des trucs à proposer, moi, je vais te proposer ça à la fin. D'accord. Tu vois. Et aussi, si maintenant on voit un truc plus gros en mode business et tout ça,
c'est surtout d'abord savoir ce que l'artiste, lui, il vise, qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Qu'est-ce qu'il vise, t'aimerais jouer où, c'est quoi tes objectifs, tout ça, vas-y, on va essayer de décrocher ça, tu vois. Et donc, voilà, moi, je pense qu'un bon producteur, c'est quelqu'un qui, humainement parlant, il sait gérer ses business, tu vois. Ouais. Sans faire le requin, sans casser les couilles, en fait, tu vois. En étant sûr de ce qu'il propose. Ouais, c'est ça, en fait. Et justement, sur l'aspect play business, donc toi, tu es signé actuellement. Depuis combien de temps ? Donc là, ça fait une année. Ça fait une année pile que je suis signé là. Et donc voilà, là, après, je pense que vu que je vise après d'aller bouger de ville et tout ça, je pense que voilà, c'est une petite expérience. Après, je vais sûrement changer de label ou quoi, être avec d'autres personnes aussi, tu vois. Donc là, c'est la première étape. Après, c'est très mouvant. Ouais, comme voilà, milieu. ça va vite aussi. Donc, première étape, là, je suis avec une team et tout ça. Et puis voilà, je fais un maximum de contacts. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être avec une équipe, peut-être, qui eux, ils s'occupent que de l'aspect ils sont déjà business. dans... Voilà, ils sont très, très, très si bien ancrés dans le business et tout ça, tu vois. Donc, est-ce que ça te décharge de cet aspect-là ? Est-ce que du coup, ça t'aide à te décharger un peu de tout ce qui est contrat, paperasse, etc. Vite fait, parce que quoi qu'il arrive, au final, faut être quand même très conscient de tout ce qui est de la paperasse, et des termes et tout ça. Même si on n'est que beatmaker ou quoi, tu vois, que producteur ou artiste, tout ça, faut pas forcément les laisser... Faut pas négliger ça. Faut pas négliger, forcément laisser quelqu'un gérer ça à ta place sans avoir aucune notion. Tu vois, parce que là, tu vas te faire avoir tellement facilement, tu vois, et ça va trop vite. Après, tu connais, voilà, moi je pars du mood dans ma tête où si on veut te signer, voilà, c'est qu'il y a un intérêt sur toi. D'accord. Il y a un intérêt sur toi. Maintenant, c'est ça que je dis que c'est important de discuter, d'être humain, parce que on sait déjà qu'il y a un intérêt sur nous quand on nous signe. Parce que voilà, on est susceptible de rapporter soit de l'argent ou des trucs à une boîte où tu vas signer. Mais c'est pour ça que je dis, faut pas faire ça comme un requin, parce que voilà, c'est évoluer ensemble. Moi, j'en apprends autant que, vas-y, aussi, je peux aussi en apprendre. Enfin, je peux aussi leur montrer des petits trucs aussi à chacun, tu vois. On a notre façon de travailler différemment, qui est différente, pardon. Et du coup, franchement, travailler avec des gars qui étaient déjà bien placés, franchement, ça m'a hyper motivé. Ça m'a hyper motivé à les rattraper, en fait, tu vois. C'est des gars, ils ont fait des disques de diamants en pagaille, tu vois. C'est ça, en fait, quand t'es signé dans un label, en fait, le label, il t'apporte quoi ? Il t'apporte les contacts, il rapporte les contacts, il y a les locaux aussi, donc c'est des studios où tu peux travailler. Et aussi, souvent, voilà, ça organise des séminaires comme ça, donc ça crée vraiment de l'engouement autour de la musique de diverses manières, tu vois. Il y a des shows qui sont organisés, des fois, des release parties quand il y a des projets qui se font. Des sessions au studio, des réunions, tout ça, tu vois. Et donc, c'est vraiment un bon échange avec des bonnes têtes. Et franchement, moi, je kiffe. Ça enrichit énormément, j'imagine. Ouais, de ouf. Et donc, tu disais que là, pour la suite, t'aimerais bouger de ville ? Ouais, moi, en fait, ce que j'ai prévu de faire depuis que j'étais à Mons, en fait, j'ai prévu de faire Bruxelles, donc après Paris, après Londres, Canada et States. Ah, t'aimerais bien aller dans le monde anglo-saxon. Pour la musique, là, tu vois. Donc la prochaine étape, c'est London. London. Trop bien. Ouais. Pourquoi Londres ? J'aime beaucoup les artistes là-bas. Il y a beaucoup d'artistes avec qui j'aimerais bien collaborer, genre Eddie One, il y a Ross Million, même des Burna Boy, tout ça, tu vois. Même si je peux avoir Georgia Smith dans mon studio, je prends direct. Il y a Dave, il y a Central aussi, tu vois. Et vas-y, c'est certaines personnes, même c'est plus international aussi. Voilà, même les NSG, tout ça, c'est certaines personnes que j'ai déjà rencontrées, donc soit à des événements, ou soit en backstage ardent, tout ça. J'avais rencontré genre Central C. Je lui ai demandé une adresse ou quoi, s'il avait un truc pour envoyer des prods. Il m'a demandé, fais-moi écouter une prod là maintenant. Trop bien. Dégainé, j'ai fait écouter, il m'a demandé combien de BPM. J'ai dit 140. Après, il m'a dit. Il a dit à son gars là, prends son contact un petit peu, à son photographe qui était là, tu vois. Cool. Donc du coup, on a plugué, tu vois. Donc c'est des trucs comme ça va trop vite. Je me suis dit, en vérité, j'aimerais beaucoup aller à London voir si je peux avoir la même énergie qu'à Paris, tu vois. Si je peux avoir les mêmes trucs, les mêmes moves qui vont super vite, tu vois. Ouais. Et je sais que ça va arriver, tu vois. Donc c'est pour à chaque fois que ta carrière elle prenne à la vitesse supérieure, voilà. Quoi. Et surtout parce que pour moi, après Bruxelles, Paris, c'est logique. Pour moi, on va dire c'est Londres. Okay. Puis il y a Canada aussi, et puis les States. Pour moi, c'est l'ordre parfait, tu vois. Ok. Ouais. Parce que aussi, c'est comme un petit peu les DJ quand ils sont appelés pour aller mixer à droite à gauche. C'est vrai que sur le CV, c'est bien de montrer qu'on a bougé, qu'on a côtoyé. C'est ça, tu vois. Les gens, après, genre, si tu veux aller en label et tout ça,
eux, ils vont voir quoi? Est-ce que déjà t'es autosuffisant? Est-ce que déjà, vas-y, sans nous, qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Qu'est-ce que tu leur apportes comme Voilà, contact, qu'est-ce que tu vas nous rapporter aussi de ton côté? Et nous aussi, on va te rapporter ce que tu as besoin, tu vois? C'est de combler un peu les trous de chacun, tu vois? Mais sinon, franchement, je pense que quand je vais aller à Londres aussi, ça va être une bonne expérience. Je pense que ça va me faire encore évoluer de ouf. Je vais me retrouver dans des studios encore plus big, avec des artistes encore plus big, tu vois? Donc, trop bien. Je suis impatient. Mais, voilà. Mais juste, je trouve hyper tranquille, et c'est ça qui je trouve hyper inspirant, c'est qu'à aucun moment t'as peur de te lancer, de partir, tu t'en fous. Genre, tu te dis, si je vais aller là-bas, j'allais là-bas. Comme je te dis, quand j'étais ici à Mons, que je tournais en rond dans toutes les écoles pour chercher une option qui me parlait, franchement, je me suis dit, bon, j'ai capté que la musique, vas-y, c'était le truc qui m'animait déjà bien. Et comme je te dis, je me suis dit, bah, vas-y, autant faire ça à 100%. Et surtout, j'ai de la passion aussi avec. Donc, j'ai la passion qui est mélangée à ça. J'ai fait un bon mélange avec la curiosité. Tu vois, franchement, c'est que du kiff, en fait. Donc, tous les jours, c'est comme si je découvrais encore, j'apprenais encore tous les jours, tu vois. Et genre, en 15 ans de production, j'ai jamais fait genre une seule fois la même sonorité parce que ça évolue tout le temps. En fait, c'est grave intéressant, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis cool là-dedans parce que je sais ce que je fais. J'ai mon expérience, j'ai fait du piano. Comme je dis, avec la danse, j'ai chanté, j'ai fait du rap, j'ai fait, trop bien. j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la photographie. Donc, vas-y, j'ai vraiment. Mais tu te fais hyper confiance, en fait. J'ai la vision artistique vraiment en moi, et je sais. Genre, question exemple, c'était sur scène aussi. Vas-y, tiens-toi bien, je sais qu'est-ce qui va être charismatique à faire, qu'est-ce qui va être moche à faire, comment tu vas te tenir, comment tu tiens ton micro aussi, tu vois. C'est des petits détails, en fait, c'est des petits trucs qui vont mettre tout ton art en valeur, ta musique en valeur, tu vois. Donc, exemple, tu vois, les chanteurs, ils vont pas commencer à se tenir comme des rappeurs, quoi, par exemple, tu vois. C'est aussi connaître tout ça, en fait, savoir aussi ce que tu vaux musicalement, mais savoir ce que tu veux partager aux gens, tu vois. Donc, moi, je connais un peu le fait que j'ai pas vraiment de limite musicalement. C'est-à-dire, si un artiste il me propose un nouveau truc ou me dit, ouais, tu sais faire ça, même si j'ai jamais testé, je vais dire, ouais. Mais c'est cool, tu te fais hyper confiance, et franchement, ça, je trouve que c'est hyper inspirant parce que t'as pas peur, tu te lances et vas-y, tu le fais et c'est tout, quoi, c'est trop bien. Je trouve que c'est plus marrant comme ça. Il y a plus de life. De piment un petit peu comme ça. Et plus de piment aussi, tu vois. Moi, tu vas te lancer dans un nouveau truc, tu sais pas vraiment ce que ça va dire. Mais même aller se lancer dans une ville que tu connais pas, parce que à chaque fois, tu parles de personnes qui ont quand même une certaine notoriété, etc. Et enfin, c'est une question que je pose, mais à aucun moment tu t'es senti petit? Si, après, vu que j'arrive à chaque fois dans les trucs encore plus big, ça veut dire que c'est comme si je repartais à chaque fois à zéro. Ok. Genre quand j'étais ici à Mons, quand j'ai commencé de nulle part, vas-y, je suis parti à BX, j'ai eu la même sensation un peu au début, avant de travailler avec les frénétiques et tout ça, tu vois. Et puis là, je suis arrivé à Paris, là aussi, c'était aussi une nouvelle énergie au début où, en fait, je commence à chaque fois solo. Oui, parce que c'est très seul, à chaque fois tu pars tout seul, ouais. Et donc, carrément, il y avait les Fashion Week, je partais solo en soirée parce qu'on m'a invité ou quoi, à des after-parties. Et j'allais solo parce que je savais que j'allais me faire des contacts de ouf. Mais c'est ça aussi, enfin, peut-être aux gens qui commencent, etc., c'est aussi être à l'aise avec soi-même et avoir ce truc d'aller vers les autres, c'est hyper important. Après ça, tout le monde n'a pas ça, et moi, franchement, je sais même pas te dire d'où je sors ça, tu vois. Mais en fait, c'est parce que j'ai des objectifs aussi dans ma tête musicaux. C'est que je sais que, vas-y, là, je vais dans un endroit, vas-y, l'artiste que j'aime va performer. Je connais l'organisateur, il m'a mis une guest, je sais que je pourrais aller discuter avec l'artiste, tu vois. Genre, j'ai eu ça avec Cash Cobain, j'ai eu ça avec Debussy, j'ai eu ça avec Slimka, j'ai eu ça avec tout plein d'artistes, tu vois. Au final, c'est des gens, on se rencontre dans des moods de soirée ou quoi, tchic-tchac. Toi, tu te sers des soirées pour te faire les contacts et après travailler. Que ce soit événements, donc les concerts, genre aux Ardentes, moi, je suis dans les backstage en train de chill avec les potos, parce qu'au final, moi, mon taf, c'est quoi? Mon taf, c'est 80% de contacts. Ouais, c'est du social à mort. 20% de travail, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est ça, si t'as pas les contacts, en vérité, tu vas faire quoi avec ta musique? Tu vas partager avec qui va écouter, tu vois. Ouais. Donc en vérité, moi, quand je suis là aux Ardentes, backstage aussi, je pose, je vais aller voir les shows que j'ai envie de voir, et puis je suis là, je fais mes contacts que j'ai à faire, tu vois. Comme je te dis, avec Central 6, ça s'est passé comme ça. Et je pense pas que j'aurais eu l'occasion ailleurs, tu vois. C'est sûr. Donc moi, quand je suis en soirée, après, voilà.
En plus, vas-y, j'ai 29 piges là, c'est bon, j'ai déjà fait mon temps en soirée là. Maintenant, je chill, je bois mon petit verre, je suis avec un poteau. On est là, tu vois. Moi, vu que c'est une nouvelle ville, ben, je fonctionne comme ça. Genre à Bruxelles, quand je sors, c'est plus pour les poteaux. Là, je termine Rabat pour rien. Tu vois, là, c'est la fête. Oui, mais c'est pas la même Tu chose. vois, mais là, oui. comme je te dis, je suis dans une nouvelle ville, là, je connais pas trop de gens, je vais pas commencer à mettre des devs non plus déjà solo. Oui, c'est vrai que. Allez, c'est vrai que du coup, ça déraille sur un autre aspect. C'est que comme vous êtes souvent dans un milieu festif, ou même en studio, bah voilà, ça boit, ça fume et tout. Tu dois quand même, t'es quand même obligé de savoir te tenir. Exact. Et de pas tomber dans l'addiction aussi. Exact. Pour ne pas te décrédibiliser, pardon. Surtout, ouais, c'est l'addiction et surtout la dépendance. T'as capté que quand tu dis, ouais, putain, je suis au studio, j'ai pas de BA, je veux mal travailler. T'as vu, moi, je connais des gens, ils pensent comme ça, en mode, ouf. Si toi t'es dans la merde, mon ref. Ouais. Parce que moi, que je smoke ou que je smoke pas, que je suis en studio. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et tout le reste aussi. Les gars, accrochez la ceinture. Mais vraiment, faites attention, c'est sûr, il faut faire attention à soi. Tu connais déjà, vas-y, ça apporte rien de bon au final. Donc imagine si tous les soirs, je commençais à teaser. Avec les artistes qui ramènent des thés. Mais ça peut aller très vite. Bah oui, moi qui travaille avec beaucoup de gens, donc c'est-à-dire que j'ai des clients différents tous les jours. Donc tous les jours, c'est des gens, ils veulent ramener leur thé, ils veulent ramener leur smoke, tu vois. Et moi, ça me propose toujours, tu vois. Donc il y a des fois, vas-y, quand je vois qu'on est vendredi soir, tranquille. Oui, tu peux te détendre un petit peu. Mais si c'est pas, vas-y, je vois qu'on est lundi matin. Ouais. Mais non, mais c'est vrai parce que en fait, tu croises tellement de gens, tellement de choses, t'es tellement dans l'euphorie de la nouveauté et des belles choses qui t'arrivent que tu peux te laisser, c'est vrai, très vite submerger. Et ça, c'est sûr qu'il faut la maturité. Enfin, comme tu dis, bah voilà, maintenant t'as 29 ans, donc t'as la maturité et l'expérience nécessaire. Mais il y a des gens pour qui ça arrive peut-être parfois plus tôt, voire trop tôt, et qui n'arrivent pas à peut-être poser leurs limites. C'est vrai. Après, tu connais, ça dépend aussi de l'environnement, la mentalité. Tu vois, genre comme je te dis, nous ici à Mons, en plus, on est des bons buveurs. Tu vois, on aime la bière ici. Tu connais, donc moi... Non, mais à mon époque, je me suis mis des soirées de débauche et ça faisait partie de mon lifestyle aussi où j'étais danseur avec les danseurs aussi. Des fois, il y avait des soirées, on faisait des battles et puis vas-y, on fêtait quand il y avait des victoires, donc occasion de boire. Aussi, quand on était à BX aussi, à une nouvelle sortie avec un gros artiste, en fait, on va boire. Ouais. Tu vois, disque d'or, en fait, on va boire. Mais moi aussi, ça commence à devenir ta vie. Et donc voilà, ça peut pas être tous les jours une excuse pour boire. Voilà, exactement ça que je veux dire. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que, vas-y, même depuis que je suis à Paris, franchement, je suis plus trop dans le monde de la night, tu vois. Comme je te dis, quand je sors, c'est parce qu'on m'a invité, je vais voir une performance d'un poteau, ou showcase ou quoi, ou tu vois, des bails comme ça, concert, ça. Mais vas-y, j'ai plus le temps, en fait, de mettre de l'énergie, en fait, là-dedans, tu vois. Trop cool. Étant donné que je travaille trop. Ouais. J'ai des sessions des fois jusqu'à 6h du matin. Après, vas-y, à 15h, je dois reprendre une autre session, tu vois. Et justement... ouais, c'est trop. Ouais. Et justement, sur cet aspect-là de travail tout le temps, est-ce que c'est marrant, genre juste avant de venir, je voyais un TikTok de Le Motif, où il disait que lui sortait d'un burn-out de 7 mois. Ah, je sais même pas. Ouais. Il disait qu'il avait fait un burn-out de 7 mois parce que, bah voilà... beaucoup travailler aussi. Et bon, comme tu as à ton compte, forcément, tu as intérêt de travailler pour gagner ta croûte. Mais justement, toi, comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis pas que peut-être, je sais pas, tu travailles trop? Ou est-ce que tu te dis parfois, peut-être prendre soin de toi à ce niveau-là, pas oublier ton bien-être, tu vois, après, mental? C'est souvent les gens de mon entourage qui me le disent, tu vois. Genre, déjà, en fait, je mets beaucoup de stories quand je travaille. Donc, déjà, ils voient mes stories avec des sessions qui n'en terminent jamais. Des sessions tous les jours. Et puis, des fois, quand, vas-y, on se voit en réel, ça, ils me disent, toi, t'es fatigué. Ils me disent, faut dormir un peu, faut te reposer aussi, tu vois. Et même quand je reçois aussi des messages, genre pendant mes anniversaires aussi, souvent, c'est donc à la fin de message, longue vie, tout ça. Et surtout, n'oublie pas de te reposer aussi, tu vois. Ouais. Parce qu'en vérité, moi, je suis un bosseur. Je sais pas d'où j'ai chopé cette énergie, franchement. Mais limite, on a des œillères, quoi. Tu vois juste. Tu connais, tu cours. En fait, vas-y, il y a des événements dans ma life qui m'ont donné des coups de déter, tu vois, qui m'ont vraiment fait. Qui ont fait en sorte que je pense enfin à moi, tu vois. Ok. Donc, en vérité, je me suis dit, vas-y, il y a un truc à faire. Moi, je suis passionné de musique aussi, mais j'ai ça avec aussi une intensité de travail de ouf. Où je me suis perdu de temps en temps aussi à me dire, ouh là là, t'as vu, est-ce que je suis dans le bon, est-ce que, tu vois,
est-ce que je suis dans le bon travail autant, tic-tac pour aussi peu, tu vois. Ouais. Donc au fur et à mesure, je vois que vas-y, ça prend bien, j'ai pas lâché, donc maintenant ça paye assez bien, on va dire. Ouais. Tu vois, donc, Tu vois le retour un peu sur en fait, je peux vivre de la aussi. musique maintenant depuis, ça fait 4 ans que je fais de la musique. Et tu vois, en vérité, je me suis dit, si j'avais lâché ou que je m'étais dit, ah non, j'en peux plus, ça me casse la tête, non, j'aurais eu tort en fait. Ouais. J'aurais eu tort, et là que je trouve que c'est pas encore maintenant que ça doit m'arriver le burn-out. Tu vois. Non, mais bon. Même si ça fait déjà une quinzaine d'années, mais franchement, après, voilà, si d'année tu te en année, en sens fait, ça bien s'intensifie, que... ça se professionnalise, en fait. Donc, il y a toujours tellement de bonnes surprises, de bonnes journées que je passe avec des nouveaux artistes. Pour le moment, tu le sens pas, quoi. Voilà, c'est que du kiff, et moi, je kiffe de ouf. Tant mieux. Ouais. Donc, ce burn-out, là, peut-être, je l'ai, mais je sais pas encore, mais en tout cas, il se transforme en positif. Écoute, tant mieux. On va pas te souhaiter malheur quand même. Non, je pense ça va. Voilà, pour un aspect peut-être un peu plus général, le beatmaker, c'est un peu le travailleur de l'ombre. On sait que pour les artistes, c'est compliqué. Comment est-ce que toi, tu te situes par rapport à ça ? Est-ce que tu penses que vous avez la reconnaissance qu'il faut, que ce soit en termes financiers, contrats, mais aussi social ? Enfin, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça ? Je pense que c'est seulement en train d'évoluer. On va dire depuis 2-3 ans, tu vois. Mais sinon, est-ce que aspect financier, les beatmakers sont payés à leur juste valeur ? Non, je ne pense pas. Et question contrat, ça c'est carré en fait. En fait, il y a des compos qui sont très très bien placés dans des belles maisons de disques et tout ça, qui prennent vraiment bien soin de leur travail, tout ça, qui s'occupent bien de leur carrière, tu vois. Et comme il y a des beatmakers aussi, des compos qui vont signer aussi, ils sont presque aussi à l'abandon, on va dire, quelque part, tu vois. Donc, moi, je pense aussi, surtout, ça dépend, en fait, de comment, ta vision aussi, en fait. Tu vois, genre, moi, en tant que compo, pour l'aspect financier, on va dire, je travaille différemment avec d'autres personnes. Il y en a certains qui vont bénéficier de mes prods gratuitement. Il y en a certaines aussi, comme je te dis, s'ils n'ont pas forcément un gros budget de ouf, ça peut descendre des prods à 50 balles, tu vois. Je vais dire à quelqu'un, si par exemple, tu viens... avec rigueur, que tu viens plusieurs fois dans le mois, tranquille, je te fais tes prods à 50 balles, tu te casses pas la tête. Et même des fois, on parle pas de prix, tu vois. Donc, ça dépend aussi de comment toi, tu te poses aussi en fonction de ce que tu vises avec un artiste, tu vois. Oui. Donc, quelle échelle tu vas te mettre, genre, si tu veux viser plus gros, que tu veux vraiment être en mode business, bien te faire payer. Alors là, t'es en mode no love. Je dis en mode no love, vas-y, peu importe le gars qui galère ou qui galère pas, vous payez ça, vous mettez 500 balles maintenant sur la bleuta. Sinon, il n'y a pas de prod, il n'y a pas de son. T'as vu ? Il y a ceux aussi comme ça qui vont. Il y a aussi une éducation aussi. Voilà. Il faut être ferme. Plus tu vas être ferme aussi. Logiquement, c'est sûr, ton portefeuille aussi va être rempli parce que tu vas pas avoir forcément d'empathie pour les artistes qui vont pas savoir forcément payer ou quoi, tic-tac, tu vois. Moi, j'ai vu que, comme je te dis, je viens d'arriver aussi dans une nouvelle ville. Et moi, pourtant, on m'a toujours dit, ouais, fais Bellec et tout ça, vas-y, monte tes prix. Moi, je suis j'ai quand même de la passion dedans. On fait d'abord une première session, on parle pas de bif, on voit ce qu'il y a à faire parce que ça peut aussi casser un mood. Oui. Tu peux aussi perdre aussi des futurs potentiels clients parce que première session, tu as parlé de bif et tu peux paraître en fait avare ou tu peux paraître en fait. Oui. C'est une balance en fait, c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver. C'est ça. Si tu sais que tu peux parler de bif avec quelqu'un, directement tu le fais ou sinon tu laisses les managers parler de ça entre eux. Ok. Tu vois. Ou si maintenant tu vois que quelqu'un il est venu de lui-même, que t'as rien demandé, t'as rien proposé, vas-y, c'est quoi ton budget ? Mais voilà, moi, le problème, c'est que maintenant, même avec ça, il y a des gens, en fait, qui captent toujours pas, en fait. Tu peux faire des gestes à des gens, ils vont quand même te faire galérer, en fait. Ok. Tu vois, t'as pu faire une prod même à 100 balles à quelqu'un, au lieu de 400, 500 balles. Le gars, là, il va encore traîner à payer, ou il va encore ne pas répondre, il va encore te faire des dingueries qui vont te chauffer la tête pour rien, tu vois. Et maintenant, le problème, c'est que quand tu fais ça à 5-6 personnes, tu vois que tu as fait ce style-là. Après, tu sais que j'ai mes clients réguliers aussi, qui payent normalement aussi. J'ai aussi mes placements, j'ai aussi ma SACEM qui tombe aussi, tu vois. Ouais. Mais franchement, à côté de ça, c'est en fonction de comment toi, tu vas discuter avec l'artiste et comment tu vas te présenter, toi et ta manière de fonctionner, tu vois. Et c'est comme ça que, financièrement, tu peux être à la valeur de... Il faut se faire respecter, mais en même temps, c'est toute une question de balance. Il faut se faire respecter, mais non plus, il faut pas être non plus un requin, tu vois. Moi, je dis, il faut rester humain aussi. D'où je dis, première session, moi, rarement, je vais parler d'argent et te casser ton mood, casser ton élan de musical, tu vois. Ouais. Mais après, des fois, c'est dangereux parce que tu le fais pas première fois, tu laisses tourner, puis quand tu vas demander, on va te regarder en bizarre. Pourquoi tu m'as pas dit ça dès le début aussi ? Ah, mais frérot, quand tu vas au magasin, tu te fais pas des crédits là-bas.
tu vois. Tu veux pas des crédits, tu dis, écran plasma, je vais te le payer dans 2 mois, tu connais la famille. Non, mais c'est la même chose, tu vois, mais les gens, en fait, ne comprennent pas encore, tu vois. Donc, pour répondre à la question, un beatmaker, aujourd'hui, il n'est pas encore bien valorisé comme il se doit, tu vois. Franchement, il y a encore beaucoup de taf à faire dans la tête des gens là-dedans, parce que, après, voilà, il y a un moment où nous, on va péter un plomb, il y a l'IA maintenant, on n'a plus besoin des artistes. Hein. T'as vu, si on veut les remplacer, on va faire nos trucs, tout ça, il n'y a plus besoin de paroles, t'as vu. Et justement, t'as peur, ça, de ça Non, après, ça peut être dangereux de certaines manières. Après, le tout, je pense qu'il faut commencer à jouer avec, il faut l'utiliser un petit peu pour pas que tu sois dépassé par le truc, tu vois. Ouais, t'en servir de manière utile, ouais. Tu vois, donc... comprendre le truc. Après, ça fait quand même peur, hein, parce que ça peut nous voler notre boulot aussi. À un moment, il y a des prods qui sont en train de se faire par ordinateur maintenant, tu vois. Donc, il y a des mélodies qui... Tout se fait. Tout peut se faire via maintenant, ça. même le remix d'Angèle et tout ça, là, sur l'Enfoiré, ça vient de l'IA. Et pourtant, tu vois que ça buzz, ça fait des millions de vues sur les réseaux, tout ça, tu vois. Donc, il y a même des faux sons qui sont faits par l'IA comme ça, qui... En fait, ça peut remplacer vraiment tout le travail que nous, on a mis en place depuis des années, tu vois. Ouais, ça c'est Mais bon, clair. force à nous, ça va aller. Bien sûr. Et pour conclure, quel serait le conseil que tu donnerais à des jeunes beatmakers, mais pas que, aussi à des gens qui veulent se lancer dans leur activité en solo? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes? Franchement, ce que je peux leur dire, je vais prendre l'exemple sur mon expérience, c'est bouger, n'ayez pas peur de bouger, voyager, aller voir ailleurs ce qui vous anime musicalement ou artistiquement parlant. Il y a l'herbe qui est beaucoup plus verte ailleurs de ce qu'on a déjà vu. Nous, on est déjà né dans un endroit, ça sert à rien de rester dans le même endroit et de se dire, de se lamenter là, il se passe rien. Franchement, voyager et proposer votre art à tout le monde, à un maximum de personnes et franchement kiffer. Voilà. Sur ces belles paroles, merci Shipper. Avec plaisir, merci à toi Inès. À bientôt.